Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau webinaire du cycle vers de nouveaux équilibres socio-économiques. Alors aujourd'hui, notre thème, ce sera CAP 2030 vers l'ODD numéro 2, l'alimentation durable pour tous. Peut-être une petite introduction pour ceux qui nous rejoignent de pourquoi ces webinaires, quel était notre cheminement collectif. En fait, depuis déjà de nombreuses années, depuis 15 ans même au sein du Rameau, la question des modèles socio-économiques est une question qui se pose à toutes les organisations, qu'elles soient publiques et privées. C'est un sujet qui est en questionnement et c'est bien ce que traduit l'agenda 2030 des objectifs de développement durable au plan international et plus particulièrement l'ODD 17 puisqu'il nous invite à agir tous ensemble. Alors en France, comme je vous le disais, il y a eu de la recherche. Le Rameau a travaillé de façon depuis 15 ans de façon très collective sur la question des modèles socio-économiques et cette recherche empirique nous a permis de capitaliser toute cette connaissance partagée, de produire également l'étude d'impact sur l'ODD 17 qui permet de mesurer, de qualifier et d'illustrer les impacts du fer alliance sur l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics et privés. Avec notre partenaire qui est la DJEBA, donc c'est la Direction Jeunesse, Éducation Populaire, Vie Associative, depuis 2020, le Rameau, ensemble, on copilote le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Et ce programme, il a 3 objectifs. C'est à la fois de partager une culture commune sur la diversité des modèles. Quels sont-ils? C'est justement dans cette diversité de permettre à chacun de se repérer et de se positionner. Et puis, plus globalement, d'apprendre à la complexité de ces trajectoires socio-économiques qui se posent à tous en France. Alors, ce partage de connaissances, on le concrétise chaque mois par des webinaires. Donc, comme vous le voyez, un cycle de webinaires qui permet à la fois de valoriser les expériences qui illustrent et qui incarnent la diversité des pratiques collectives. Et aujourd'hui, en l'occurrence, l'exemple, ce sera la question de l'alimentation durable. C'est un webinaire que l'on organise en partenariat avec la Fondation GRDF. C'est un webinaire qui est également animé par le réseau des catalyseurs territoriaux que je représente. Pour terminer sur cette introduction, juste de rappeler finalement le cheminement depuis 2020, je vous disais, avec la DJEBA, on a lancé ce programme de reconnaissance des modèles socio-économiques et on a eu 2 moments pour partager ces connaissances. Tout d'abord, entre 2020 et 2021, on s'est vraiment attaché à essayer de décortiquer les modèles socio-économiques, de comprendre comment sont constitués ces modèles socio-économiques au travers des organisations et au cours de ces webinaires. On a eu des illustrations de comment chaque organisation mettait en œuvre leur modèle socio-économique. Et puis, depuis 2022, jusqu'à aujourd'hui, l'objectif de ces webinaires, c'est de pouvoir comprendre les articulations possibles entre les modèles socio-économiques des différents acteurs, qu'ils soient modèle économique de l'acteur public, modèle économique de l'acteur académique, le modèle socio-économique des entreprises, des associations, voilà. C'est comment on articule ces modèles socio-économiques qui sont complémentaires et qui illustrent l'ODD 17 en pratique. Et pour illustrer cette articulation des modèles socio-économiques, on prend 3 prismes complémentaires. On va illustrer au travers d'un domaine en particulier comment ces acteurs interagissent et agissent sur ce domaine et de voir à quel territoire, à quel échelon territorial ces acteurs sur ce domaine-là en particulier agissent. Et donc aujourd'hui, c'est bien la question de la territorialisation des transitions qui est concernée. Sur quel sujet, avec qui et à quel endroit. Et aujourd'hui, donc la thématique du jour, c'est bien de s'attacher à comprendre comment la question agricole, agroécologique et alimentaire se met en œuvre, avec quels acteurs et à quel échelon territorial. Alors pour illustrer toute cette question de la territorialisation des transitions et de la question de l'agriculture, on va avoir 4 temps aujourd'hui. Tout d'abord, une mise en perspective, puisqu'on va avoir une introduction justement sur cette question territorialisation et transition avec le campus de Clermont-Ferrand d'AgroParisTech et le Rameau qui apportera son regard d'acteur de recherche empirique sur l'économie de l'Alliance. Et ensuite, on pourra illustrer très concrètement cette question de la territorialisation de la transition sur l'ODD 2, donc la transition agroécologique et alimentaire, avec l'illustration d'une expérimentation collective qui est menée sur cette question. Avec l'illustration en Hauts-de-France, on aura le témoignage de l'agence d'urbanisme Agur, donc Flandre-Dunkerque, le témoignage de la Fondation GRDF, celui de la Fondation Avril, et on aura aussi un autre regard, une mise en perspective par la Fondation de Lille sur le rôle plus général des fondations dans cette question de l'économie d'alliance.
Ensuite, on aura troisième temps ce qu'on appelle les actualités du mois. Donc, je vous présenterai la publication que l'on va lancer demain sur ce qu'on appelle la grille de qualification des compétences. Et enfin, on terminera très rapidement sur la prochaine escale que l'on vous propose. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'introduire ce sujet avec Laurent Lély, qui est directeur du campus de Clermont-Ferrand à AgroParisTech, et qui va nous expliquer quels sont les liens entre territorialisation et transition et quelles questions cela pose. Et c'est un entretien que j'ai mené avec Laurent qui ne pouvait pas se libérer aujourd'hui. Donc, on lance le témoignage de Laurent. Territorialisation et transition, de quoi parle-t-on? En transition et territorialisation, c'est vrai que accrocher ces deux termes bout à bout, c'est intéressant pour la recherche parce que en fait, on voit depuis quelques années la question de la territorialisation est une question qui est mise en exergue à la fois dans la recherche académique, dans les politiques territoriales, la question de territorialiser une politique de l'alimentation, une politique énergétique, c'est se demander finalement comment mettre en œuvre une politique qui vise par exemple à plus de sobriété énergétique. Ça peut se faire avec les populations d'un territoire, ça peut se faire dans l'inscription d'un projet territorial avec des dispositifs de politique publique. Et donc ça pose vraiment la question de la coopération autour d'un projet territorial. Et quand on rajoute transition là-dedans, on se rend compte qu'en fait, l'équation peut être encore plus complexe et intéressante parce que on voit depuis quelques années le terme de transition s'institutionnaliser, être présent dans le vocabulaire des politiques des ministères, des collectivités. Et on voit en fait derrière ce vocable-là la nécessité de construire une adaptation vis-à-vis des crises que les territoires rencontrent, les crises écologiques, économiques. Donc le vocabulaire de la territorialisation et de la transition, c'est un peu le même processus qui vise à mettre en visibilité une réflexion nouvelle sur une adaptation à un contexte de crise, à un contexte de nécessité de changement pour être plus sobre et plus économe dans les politiques qu'on mène. On le voit bien à l'échelle des villes, mais aussi à l'échelle du rural. Ces questions-là sont extrêmement vives actuellement. Quelles sont les questions que cela pose pour les agents des collectivités qui doivent justement intégrer ces transitions dans la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial? Alors ça, c'est une vraie question de recherche et une vraie question de management des organisations pour moi. Une vraie question de management des organisations parce qu'on voit dans les analyses qu'on peut faire de la place des politiques de transition dans les collectivités aujourd'hui, qu'elles sont quelque part un élément supplémentaire à intégrer dans des politiques qui existent et qui sont en silo. Et elles ne sont pas véritablement une façon de changer le prisme de l'action publique. On voit en fait que la transition est une couche de complexité supplémentaire pour les agents qui peut produire d'ailleurs de grosses difficultés à construire du sens, à construire du dialogue avec les citoyens parce que finalement, cette question de la transition, elle est à la fois invisibilisée pour la société et difficile à incarner pour un agent de collectivité. Et donc, la question de la transition pour une collectivité, c'est pour moi trois choses. C'est d'abord se dire que il faut construire une politique territoriale de transition qui accepte l'idée de réorganiser, de parfois renoncer à un certain nombre de façons de faire qu'on avait l'habitude de construire dans une collectivité. Donc il faut initier, sensibiliser à plus de transversalité, plus d'approche systémique. Et c'est pas simple parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire et c'est quelque chose qui met les agents en difficulté vis-à-vis des compétences et des missions qu'ils ont à gérer. Donc il faut travailler patiemment cette question-là. Le deuxième élément, c'est pour moi que
la transition pour les collectivités, on va la chercher à coup de vocabulaire un peu d'innovation, de design de politique publique. Il faut être assez performatif dans ces façons de construire des politiques de transition. Or, je pense qu'on a une assez grande variété de situations de transition qui existent, de politiques de transition qui existent déjà dans les territoires. Il y a des initiatives qui sont portées par des collectifs citoyens, par des entreprises, par des Comcom. Et moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on arrive à mieux capter ces initiatives déjà à l'œuvre, pas les dupliquer, mais plutôt qu'elles essaiment dans la capacité des territoires à agir. Et donc, la transition locale en train de se faire, je pense on peut la mettre beaucoup plus en visibilité et permettre de travailler cette conscience de la transition sur le temps long. Et puis, troisième point, c'est pour moi un élément méthodologique. J'ai tendance à dire, c'est pas moi qui le dis, mais beaucoup de philosophes, d'anthropologues qui le disent, il faut anthropologiser la transition, c'est-à-dire qu'il faut construire des dispositifs où on s'intéresse à des registres d'analyse qui sont finalement quel impact ces transitions-là, le fait de travailler sur la transition, ça peut avoir sur nos comportements, sur nos sensibilités, et que finalement, la transition, si c'est un dispositif que normatif, c'est un dispositif qui ne résoudra pas les enjeux qui sont aussi des enjeux d'altérité vis-à-vis des individus, de prise en considération de là où on habite, comment on habite. Et je trouve qu'il y a un parti pris méthodologique, en tous les cas pour nous, les chercheurs, qui est extrêmement intéressant. Donc voilà, la transition au regard des collectivités, c'est une capacité de maturer une question complexe, de prendre le temps de la poser, de la partager avec les citoyens et que ça construise une nouvelle façon de faire territoire. Un témoignage extrêmement intéressant de Laurent qui me fait identifier 2 points qui vont être abordés un peu plus tard, à la fois la question des compétences et des apprentissages, et ça fait le lien avec dont je vous parlerai tout à l'heure sur la question de la grille de qualification des pratiques, et un lien d'ailleurs avec les travaux que l'on mène avec AgroParisTech par ailleurs. Et puis un deuxième point qui est abordé par Laurent dans ce témoignage, c'est la question de la transversalité et de l'approche systémique qui est nécessaire et qui fait du coup le lien très concrètement avec le témoignage de Charles Benoît-Hetzig, président fondateur du Rameau, qui va exposer dans cette vidéo également, il est désolé de ne pas être présent avec nous, mais qui va exposer le concept de l'économie de l'alliance et surtout quelles sont les pratiques à l'œuvre aujourd'hui en France. Donc le témoignage de Charles Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de pouvoir intervenir à ce nouveau webinaire vers de nouveaux équilibres socio-économiques et tout à fait désolé que ça ne puisse être en direct dans la mesure où j'interviens au même moment au sommet de l'impact au Conseil économique, social et environnemental exactement sur le même sujet, donc nous sommes vraiment en convergence. Alors, peut-être est-il important, dans ce mois où nous célébrons l'économie de l'Alliance, de pouvoir rappeler l'émergence de ce concept, à la fois en France et à l'international, en théorie et en pratique. En France, on peut vraiment dater à 2013, le moment où la prise de conscience est extrêmement forte sur cette nécessité de faire alliance pour de nouveaux équilibres socio-économiques. Et les assises de l'entrepreneuriat lancées en 2013 ont été le moment de cette cristallisation, et notamment dans le cadre du groupe 5, piloté par Nicole Notat, pour réfléchir sur ce sujet-là. Et en pratique, au niveau des travaux de recherche empirique du Rameau, c'est le moment où la modélisation de ce concept de l'économie de l'alliance, une forme d'économie passerelle entre l'économie de l'engagement et l'économie marchande, a été modélisée dans le cadre d'une note sur l'entreprise responsable remise au gouvernement à cette occasion-là. Et puis, plus structurellement encore, c'est en 2015, au niveau international, que les 193 nations se sont unies pour poser cet agenda 2030 autour de 17 objectifs de développement durable,
avec l'agenda qu'en 2030, nous ayons réussi cette transformation systémique de ce début de 21e siècle. Et on voit bien que le 17e objectif, le comment allons-nous faire ensemble ce qu'aucun ne peut faire seul, est au cœur de cette transformation, au cœur de cette capacité finalement à faire ensemble ce qu'aucun de nous ne peut faire seul. Ce qui est vrai au niveau d'un État l'est aussi au niveau des acteurs, et la démonstration de la valeur de cette économie de l'Alliance en 2015 avait fait l'objet d'un colloque au Conseil économique, social et environnemental à l'occasion de la publication du référentiel sur le modèle d'investisseur sociétal pour montrer à quel point dans ce processus d'innovation sociétale, eh bien, la capacité de chacun à pouvoir être modélisé et mobilisé pouvait être extrêmement structurante. Donc cette économie de l'Alliance, c'est vraiment une innovation socio-économique face à nos défis systémiques. Elle a une décennie maintenant, et bien évidemment, elle a pris depuis toute son ampleur. Alors, comment et pourquoi? Eh bien, d'abord, pourquoi? La preuve en acte, au moment de l'étude d'impact qui a été réalisée avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts entre 2018 et 2022, a démontré très concrètement que cette capacité à jouer collectif avait un effet de levier sur la performance, sur l'innovation et sur la confiance. Si vous suivez régulièrement ces webinaires mensuels lancés avec le ministère de l'Éducation nationale depuis 2020, vous savez à quel point ce triptyque performance, innovation et confiance revient régulièrement dans nos travaux. Pourquoi? Parce que ce levier de modèle socio-économique innovant qui permet de maintenir l'équilibre de chacun est un élément déterminant. Et d'ailleurs, le cahier de recherche ODD 17, économie et territoire, publié en décembre dernier, en détail cette modélisation de cette économie de l'alliance, de cette prime à l'alliance qui est absolument nécessaire. Au niveau de l'innovation, le cahier de recherche précédent sur les leviers d'une transformation systémique détaille vraiment ce processus d'innovation sociétale qui ne peut être réussi que s'il mobilise l'ensemble des acteurs. Et enfin, sur la confiance, le premier cahier de recherche sur les impacts du faire alliance démontre que finalement ce jouet collectif est un élément d'espérance, est un élément de confiance dans notre capacité à réussir ensemble la transformation. Aujourd'hui, donc, les impacts de l'économie de l'Alliance sont clairement qualifiés, illustrés et mesurés, et c'est ce que je suis en train de partager en même temps que de ce webinaire au Conseil économique, social et environnemental, dans ce sommet de l'impact. Oui, aujourd'hui, nous savons mesurer l'immesurable, ce qui n'est pas une donnée purement économique telle que nous pouvions le faire auparavant. Alors, pour comprendre comment activer cette économie de l'alliance, il faut revenir à cette triple innovation sociétale. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'une solution puisse être déployée à grande échelle, il faut bien évidemment une innovation de solution. En quoi est-ce que la proposition de valeur que l'on va faire va être innovante, va apporter une solution nouvelle, va apporter une réponse à un besoin qui aujourd'hui n'avait pas de solution. Et ça, c'est ce que décrit parfaitement le processus d'innovation sociétale. Je vous invite à regarder le guide qui a été publié avec nos amis d'AG2R Mondiale en 2018. Nous avons ensuite l'innovation de la chaîne de valeur, puisque effectivement ce jouet collectif s'inscrit très concrètement dans la capacité de fonctionner ensemble. Avec qui agir? Quel rôle pour chacun? Quel processus de coopération? Et pour cela, il est absolument indispensable de pouvoir activer à la fois l'articulation des acteurs, mais aussi l'articulation des actions, c'est-à-dire sur des échelons territoriaux différents, qui vont du local au mondial. Et ça, c'est un élément déterminant que nous avions eu l'occasion de pouvoir partager ensemble lors du webinaire de février sur l'innovation territoriale, en montrant à quel point le territoire était un lieu extrêmement structurant de cette innovation. Et je suis très heureux que ce deuxième webinaire de l'année, dédié finalement à cette innovation territoriale, puisse vraiment mettre en avant cette fois-ci le côté régional. Nous avons enfin la troisième innovation, celle dont nous parlons ensemble depuis 2020, dans tous les webinaires mensuels, c'est cette innovation dans le financement.
Que ce soit en phase de R&D, en phase de modélisation ou en phase de déploiement, l'articulation des modèles socio-économiques devient indispensable. Ceux publics, ceux des acteurs économiques, mais aussi ceux des acteurs de l'engagement. Et c'est en cela que la prise de conscience de l'importance de réinvestir dans les modèles socio-économiques d'intérêt général est déterminante. Les travaux menés lors de la saisine du Conseil économique, social et environnemental sur le financement des associations met en valeur cette nécessaire articulation de la diversité des modèles socio-économiques. Alors, pourquoi ce mois-ci avoir choisi de demander à nos amis et partenaires de la Fondation GRDF, avec lequel nous avons nous pilotons au quotidien le fonds ODD 17, de pouvoir témoigner sur cet ODD 2, celui sur la question des transitions agroécologiques et alimentaires. Eh bien parce qu'à la fois, cette question de l'alimentation pour tous est un élément déterminant, mais aussi parce que le rôle des fondations aujourd'hui est absolument stratégique dans l'expérimentation et la modélisation des modes opératoires très concrets de cette économie de l'alliance. Depuis le début de l'année, nous démontrons à quel point il nous faut apprendre à faire alliance. Ça n'est pas une évidence. Et bien évidemment, encore moins dans l'articulation des modèles socio-économiques qui vont avec. Et donc, je suis vraiment très heureux et je remercie Frédéric Lemonnier et l'ensemble de la Fondation d'avoir accepté de pouvoir témoigner aujourd'hui autour de leur expérimentation collective. Et je remercie tout autant Delphine Van de Voorde de la Fondation Lille, première fondation territoriale française depuis maintenant plus de 30 ans, qui a inventé le concept, et même depuis 40 ans si on en inclut sa préfiguration. Eh bien, bien évidemment, c'est dans cette capacité des fondations à défricher l'intérêt général, à défricher ce qui fait notre commun, que nous pouvons inventer les modèles de demain. Merci à tous d'en être les témoins tous les jours au quotidien, et merci particulièrement à la Fondation GRDF, la Fondation Avril et la Fondation de Lille de pouvoir témoigner autour de cette chaîne de valeur de l'agriculture et de l'alimentaire que nous décrit si bien Lagure avec ses toiles de l'alimentaire. Merci à tous et bien évidemment à votre disposition pour travailler ensemble pour cette économie de l'Alliance en action, et je vous invite à regarder de façon attentive tout ce qui est offert dans la plateforme Trajectoire socio-économique, parce que si nous ne travaillons pas sur cette troisième innovation, l'innovation des modèles socio-économiques, même si nous trouvons des solutions, même si nous avons l'articulation des chaînes de valeur, s'il nous manque le modèle socio-économique, nous ne pourrons pas déployer à grande échelle, non seulement à Paris et à Nantes, non seulement à Strasbourg et à Bordeaux, mais aussi à Montargis et à Saint-Benoît-de-la-Réunion. Et c'est ça qui fait l'unité de la France, c'est cette capacité à agir partout où nous sommes présents. Et bien évidemment, la France a une responsabilité dans l'invention de ces nouveaux modèles socio-économiques, et peut-être que les fondations, que le développement des fondations en France en est l'élément le plus déterminant pour nous permettre, dans les 7 ans qui nous restent, de réussir tous ensemble l'agenda 2030. Alors, pour illustrer très concrètement ce que a dit Charles Benoît sur le jouet collectif, on a donc ce mois-ci pris le parti de choisir l'ODD numéro 2 avec l'angle de l'alimentation durable pour tous. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de voir comment cette ODD, cette question de l'alimentation durable pour tous, se territorialise et avec qui. Le avec qui, c'est finalement, c'est quels sont les acteurs qui se mobilisent autour de cette thématique. Et aujourd'hui, le focus, c'est bien la place des fondations, comment elles agissent, elles interagissent sur cette question-là, et à quel endroit. On a pris l'exemple des Hauts-de-France pour illustrer une expérimentation collective, et ça me donne l'occasion de dire bonjour aux quelques acteurs territoriaux que l'on connaît, comme Dominique Picard ou Frédéric Meuk, que je salue au passage. Alors pour illustrer cette ODD numéro 2, nous avons la chance d'avoir 4 témoignages complémentaires. On va d'abord partir en territoire très concrètement, puisqu'on aura la chance d'avoir le témoignage de l'agence d'urbanisme Flandre-Dunkerque qui s'appelle Lagure, et qui va nous expliquer comment on construit un écosystème territorial donc sur cette question de la transition agroécologique et alimentaire, et donc quels en sont les enjeux.
Ensuite, on partira plutôt au niveau national pour voir justement comment des acteurs d'envergure nationale expérimentent entre eux pour favoriser l'émergence de nouveaux modèles. Et on aura également, ça avec la Fondation GRDF et la Fondation Avril également, qui nous expliquera, lui, acteur économique et philanthropique d'envergure nationale, pourquoi le territoire et pourquoi des stratégies d'alliance. Et enfin, on terminera ce quatrième témoignage en retournant également en territoire avec la Fondation de Lille, cette fois-ci, catalyseur territorial, qui va nous expliquer plus globalement le rôle des fondations dans l'émergence et le développement des dynamiques collectives qui sont en territoire. Alors, pour introduire ce sujet, je vais laisser la parole à Sandrine Devex, qui est référente de l'axe observation prospective et aide à la décision au sein de l'agence d'urbanisme qui s'appelle AGUR. Donc, bonjour Sandrine. Et la première question que l'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce que l'AGUR? Alors, je vais passer les slides. Hop. Alors, il me semble que... Ah non, il y a une slide qui a disparu. C'est pas grave. Bonjour à tous. Je me réjouis d'être ici parmi vous et puis ravie d'avoir entendu les propos introductifs qui font totalement écho aux travaux qui sont menés par l'AGUR sur ces approches systémiques. Donc l'AGUR, c'est une association en fait qui fait partie du réseau de la Fédération nationale des agences d'urbanisme et qui regroupe aujourd'hui 50 agences et qui se structure aussi au niveau régional au sein du réseau Urba 8 qui regroupe les 8 agences d'urbanisme en région. Alors pour notre part, on est basé à la Halle au Sucre à Dunkerque et on intervient aujourd'hui à l'échelle de l'axe Flandre, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'arrondissement de Dunkerque qui s'étale de la mer du Nord jusqu'aux portes de la métropole européenne de Lille. Alors, l'AGUR fonctionne aussi selon une logique partenariale, puisque c'est un outil d'ingénierie mutualisée et partagé, qui est composé à peu près d'une quarantaine de collaborateurs au service de plus de 80 partenaires, où se retrouvent autour des collectivités impliquées l'État, la région et une multitude d'autres acteurs du développement territorial. Nos missions donc sont définies dans le cadre avec l'ensemble de nos membres au sein d'un programme pluriannuel d'activité qui se structure autour de 8 grands axes stratégiques, dont celui de l'observation, la prospective et l'aide à la décision que je coordonne depuis peu et qui consiste à décrypter les grandes dynamiques à l'œuvre sur les territoires, toujours avec le souci permanent de révéler des opportunités et d'aider à la prise de décision. Alors, pour fournir aux acteurs les clés de compréhension justement d'un territoire, de son évolution, de ses transformations, l'AGUR a notamment développé un outil qui vise à doter donc l'axe Flandre d'une vision complète du fonctionnement de ces écosystèmes et qu'on appelle la toile, et c'est ce que je vais vous présenter ici par la suite. Voilà, c'est la présentation de la chose. Ah ben donc c'est une bonne transition, Sandrine, sur est-ce que vous pouvez nous dire les principes de cette toile, de cet outil? Tout à fait, bien sûr. Alors nous, on a réalisé en fait une courte vidéo tutoriel sur les toiles, mais je me permettrai de vous communiquer le lien dans le fil de discussion pour que ceux que ça intéresse puissent ultérieurement la visionner. Alors j'aimerais quand même revenir très rapidement sur la genèse du projet. Et pour cela, il nous est nécessaire de faire un rapide bond en arrière d'une vingtaine d'années, puisque la construction de la toute première toile de l'AGUR a été imaginée et lancée sur la thématique industrielle en 2001. L'objectif de cette toile, c'était de doter l'agence d'un outil qui permettait de visualiser l'ensemble des relations qui avaient tissé les industriels entre eux et leurs interactions avec le reste du monde, de manière à être en capacité de pouvoir anticiper des réactions en chaîne ou des conséquences qui seraient provoquées notamment par des chocs économiques. Donc jusqu'en 2009, ces travaux menés par l'agence sur la toile sont restés secrets et plutôt à usage strictement interne jusqu'au jour où on décide finalement de les rendre publics, et notamment au moment de la fermeture d'une entreprise sur le territoire qui est la raffinerie des Flandres.
Donc à ce moment-là, cette toile elle a été utilisée comme un outil de négociation en démontrant clairement qu'un arrêt du raffinage sur le territoire aurait des incidences non seulement sur l'entreprise et sur ses sous-traitants, mais aussi sur ses clients et sur ses fournisseurs et aussi sur l'activité portuaire du port parce qu'il avait enregistré une baisse de 17% de son chiffre d'affaires. Donc très rapidement, les acteurs économiques du territoire ont vu au travers de l'outil qu'il s'agissait à la fois donc d'un outil non seulement d'anticipation des ruptures, mais que c'était également un outil d'action qui devait permettre d'aider à comprendre les phénomènes, à permettre des simulations et puis à tester des scénarios et à développer l'écologie industrielle sur son territoire. Suite à cela et forte de ses premières retombées, la GUR a aussi au fil du temps poursuivi le déploiement de l'outil sur d'autres thématiques et notamment celle de l'énergie, de l'agriculture, de l'eau, des déchets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il existe à peu près une trentaine de toiles, ce qui positionne vraiment l'axe Flandre comme le territoire à notre connaissance qui est doté d'une telle vision systémique. Et du coup, donc vous avez développé cet outil. Pourquoi sur la transition agroécologique et alimentaire? Alors, de par ses missions de tout temps, la GUR accorde naturellement une attention toute particulière à la question des transitions et des transformations qui s'opèrent sur le territoire de manière générale. Et dans un contexte de montée en puissance, des questions d'autonomie alimentaire, de résilience, ces dernières années, la question de la transition agroécologique et de la transition alimentaire n'avait jamais été autant d'actualité. On a donc commencé à engager des réflexions depuis 2021 sur la construction non pas d'une toile, comme celle que vous pouvez voir ici à l'écran, mais sur 2 toiles de la transition agricole et agroalimentaire, chacune ayant été réalisée à des échelles spatio-temporelles différentes. Alors pour cette première toile ici, qui est réalisée à l'échelle du Scott Flandre Dunkerque, on s'est auto-saisi du sujet de l'agriculture parce que c'était pas forcément une sollicitation d'un partenaire au tout départ, et notamment dans le but de sensibiliser nos élus plutôt urbains qui bien souvent associent encore trop l'image du territoire de Dunkerque à celle de son complexe industriel-portuaire. Et on a souhaité démontrer au travers de l'outil qu'une grande partie de son territoire était encore en réalité très agricole et que l'agriculture et l'agroalimentaire constituaient vraiment des secteurs clés de l'économie locale. Pour la seconde toile de la transition agricole et agroalimentaire, l'objectif était tout autre, puisque le projet de construction est né cette fois-ci à l'invitation de la présidence de la communauté de communes de Flandre intérieure, dans le cadre de l'élaboration de son dossier de candidature pour l'émergence d'un projet alimentaire territorial sur son territoire. Donc, on s'est servi de cet outil, de la toile de la transition agricole et agroalimentaire, pour notamment contribuer à enrichir le diagnostic du projet alimentaire territorial, en identifiant les acteurs de la chaîne agricole agroalimentaire, leur degré d'interdépendance, et en mettant en évidence un certain nombre de constats, notamment donc sur la dépendance du territoire aux importations, sur le fait que les productions agricoles étaient aujourd'hui très largement tournées vers des demandes extérieures et que même si les capacités théoriques de production du territoire pouvaient satisfaire les besoins de la population et notamment de la restauration collective. Ces constats nous ont permis aussi de poser la question de l'enjeu de la reterritorialisation de l'alimentation en Flandre intérieure. Alors, est-ce que vous pouvez, vous avez déjà une belle expérience de la construction d'écosystèmes territoriaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire vos principaux enseignements? Qu'est-ce que vous pourriez partager de cette expérience? Alors, moi, je souhaiterais plutôt mettre l'accent sur la dimension multipartenariale de la démarche, qui est fondamentale pour nous.
puisque la construction de la toile et l'animation qui en découle n'ont vraiment de sens que si l'outil est partagé par et avec l'ensemble des parties prenantes du territoire. Donc la finalité de ces outils, c'est vraiment avant tout de faire émerger un écosystème territorial et partenarial d'acteurs autour d'un support commun qui est la toile, et à des fins de pouvoir valoriser le dialogue territorial et interterritorial entre l'ensemble des acteurs. Donc pour tous ces acteurs, il est vraiment essentiel de pouvoir construire une vision commune et lisible de l'écosystème agricole local qui irriguait un peu le territoire. Et cette stratégie, elle se traduit donc par la construction de ces outils, mais également par l'organisation d'ateliers de travail qui réunit donc des acteurs autour d'un même enjeu, qui est celui d'analyser collectivement les enjeux, de trouver, identifier des pistes d'action tout en prenant en considération les réalités et les contraintes de chacun des acteurs. Donc, les toiles, il faut les voir avant tout comme des supports très efficaces pour réunir les acteurs autour de problématiques communes, et c'est ce qu'on a fait pour l'agriculture, comme c'est ce qu'on a fait pour d'autres thématiques sur le territoire. Voilà un petit peu ce que je souhaitais apporter comme précision par rapport à votre disposition aujourd'hui et plus tard pour répondre éventuellement à d'autres questions. Merci beaucoup Sandrine. Alors effectivement, pour nos participants, si vous avez des questions à poser à Sandrine sur l'Agure, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a une question déjà qui se pose dans le fil de discussion. Sandrine pourra y répondre directement par écrit, soit on prendra de toute façon du temps à la fin des interventions. On voit bien l'importance finalement de construire collectivement cet écosystème pour traiter ensemble de problématiques, et c'est aussi une façon de pouvoir à un moment donné s'articuler avec les acteurs locaux, avec d'autres acteurs, et notamment avec les acteurs nationaux. Et donc ça me fait la transition avec un acteur d'envergure nationale qui est la Fondation GRDF, qui est aujourd'hui représentée par Frédéric Lemonnier, qui est délégué général de la Fondation, et qui va un peu nous expliquer finalement quelle est cette expérimentation collective qui a été impulsée. Mais d'abord, peut-être Frédéric, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la Fondation GRDF et pourquoi cette question de la transition agroécologique et alimentaire? Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous tous et toutes aujourd'hui. Alors, la Fondation GRDF, elle est abritée par la Fondation de France, elle existe depuis 2020 et sa vocation est d'agir en faveur du développement économique et social des territoires en poussant les logiques soutenables et inclusives. Donc, ça veut dire qu'on soutient des projets d'intérêt général qui répondent à des besoins et à des fragilités qui sont diagnostiquées dans les territoires et qui sont porteurs de transformations systémiques. On agit essentiellement en France métropolitaine et aujourd'hui, nous soutenons une soixantaine de projets partout en France. On en est venu à s'intéresser à la transition agroécologique et alimentaire à travers un certain nombre de projets qu'on soutient qui eux-mêmes adressent cette question-là avec des enjeux comme l'évoquait Sandrine, des enjeux de territorialisation ou de reterritorialisation de l'alimentation, des enjeux de lutte contre la précarité alimentaire ou encore l'accès à une alimentation saine et de qualité. Et étant donné que je vais enfoncer une porte ouverte, mais la transition agricole et alimentaire, c'est un enjeu crucial de la transition écologique juste et des transformations qu'il faut qu'on opère aujourd'hui. Et on a décidé de monter un peu en gamme dans les actions qu'on menait dans ce champ-là. Et on a commencé à réfléchir et à déconstruire un peu le sujet. On était dans l'idée de lancer un appel à projet et puis dans nos réflexions, on a regardé ce qui se faisait déjà. On a vu qu'il y avait énormément d'initiatives qui étaient déjà à l'œuvre, des initiatives intéressantes. Et du coup, on s'est demandé un petit peu quelle était la nature des besoins dans les territoires, comment nous, on pouvait articuler notre action d'acteur national avec les dispositifs existants localement,
quel était l'impact qu'on pouvait avoir, l'impact qu'on pouvait rechercher, quelle valeur ajoutée on pouvait avoir en adressant cette problématique. Et on s'est dit assez rapidement que finalement l'appel à projet c'était peut-être pas une bonne idée et que il fallait envisager d'autres modalités d'action. Donc ce qui nous a conduit à imaginer une autre façon d'agir. Et donc qui est cette fameuse expérimentation collective et que vous pouvez peut-être nous présenter et nous dire aussi quelle en est ses ambitions ou son ambition sur ce sujet. Oui, alors donc on a effectivement abouti à cette idée d'expérimenter. On fait ça depuis la fin juin de 2022, d'expérimenter une action collective avec un collectif de partenaires pour soutenir l'émergence de projets de transition agroécologique et alimentaire dans plusieurs territoires. Et l'idée, effectivement, est de ne pas faire d'appel à projet, mais plutôt de partir des besoins existants dans les territoires et de travailler avec eux sur la base des diagnostics qu'ils ont eux-mêmes établis, partant du principe qu'ils connaissent bien leur territoire. On en a une très belle démonstration avec ce qu'expliquait Sandrine sur le niveau de connaissance extrêmement fin de l'écosystème du territoire de l'axe Flandre à travers les toiles qui sont un outil d'interconnaissance et de dialogue dans le territoire. Donc voilà, on a posé ce parti pris méthodologique, comme dirait Laurent Lévy, d'agir en collectif et de travailler avec les territoires à partir de leurs besoins et de leur connaissance du territoire. On a établi ensemble une double ambition de produire collectivement un impact systémique, accélérant la transition écologique dans les territoires, et d'autre part, de faire la preuve, finalement, la preuve de concept d'un modèle de coopération frugale, mais opérationnel, et de le prototyper. Donc, on est dans une approche apprenante, et l'expérimentation, elle a vraiment pour objectif, dans un premier temps, de répondre aux premiers kilomètres de besoins des territoires. Peut-être je peux dire quelques mots sur la composition du collectif. Il y a un représentant après, donc. Ben voilà. Donc, ce collectif, il est composé de 8 partenaires, donc avec des profils très différents, mais qui sont complémentaires. Donc, il y a 5 fondations, 2 fondations reconnues d'utilité publique, dont la fondation Avril qui est présente, et 3 fondations abritées, donc fondation RTE, fondation d'Adiana Carasso, et l'autre fondation reconnue d'utilité publique, c'est la Fondation de France. Il y a également un acteur public de l'ingénierie territoriale, qui est l'ANCT, et puis un acteur de la finance solidaire, l'association FAIR, donc qui fédère un réseau d'acteurs de la finance solidaire. Et cette diversité, finalement, des acteurs, c'est un vrai atout quand on veut mettre en œuvre une approche systémique, parce que on joue vraiment la complémentarité de nos expertises, de nos parties prenantes, de nos ressources, de nos réseaux, de nos modalités d'action. Et justement, ce collectif national, quelles sont ses contributions, ses apports respectifs ? Alors, on a, comme je l'ai expliqué, on met vraiment en commun, comme on fonctionne de façon différente, on adresse des sujets différents, on évolue dans des écosystèmes qui sont à la fois proches mais différents. Donc, on est vraiment dans une démarche où on joue nos complémentarités. Donc, on mobilise des ingénieries, on mobilise des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles, et on croise nos expertises, on croise nos réseaux, on croise nos modalités d'intervention, et on articule également nos complémentarités entre les acteurs et puis entre les écosystèmes à la fois nationaux et locaux. Et parmi les moyens qui sont mobilisés, il y a aussi le fonds DD17 qui accompagne l'expérimentation.
le fonds ODD 17, comme l'expliquait Charles Benoît, qui investit à la fois financièrement et en termes d'accompagnement dans des alliances multi-acteurs d'intérêt général. Donc voilà, on est dans cette approche où on construit, on avance et on apprend en marchant. Donc aujourd'hui, ben, on a démarré les actions avec les territoires et c'est une démarche qui monte en puissance petit à petit, mais il y a encore beaucoup à faire. Merci beaucoup Frédéric, et c'est très intéressant cette complémentarité déjà au niveau des acteurs nationaux et comment vous interagissez avec les échelons territoriaux. Et pour continuer à aborder cette question du partenaire national qui est impliqué donc dans cette expérimentation collective, je vais laisser la parole à Noémie Simon, qui est responsable du pôle France au sein de la Fondation Avril. Alors Noémie normalement va venir sur scène pour voilà, elle arrive, qui a un petit souci de connexion, mais on va y arriver. Et donc, Noémie, je vous pose la première question, c'est finalement, on a parlé de fondations, mais les fondations ont un rôle, dans ce cadre d'expérimentation, ont des positionnements très différents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le modèle assez spécifique, quand même, de la Fondation Avril? Un petit temps de décalage, et c'est bon. Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. Je n'entends moi plus quand je monte sur scène, donc je vous prie de m'excuser si il y a un petit décalage dans l'échange, notamment avec les questions que pourra m'adresser Élodie. Donc moi, je vais vous parler de la Fondation Avril. Donc c'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique, qui aura 10 ans cette année. Elle est née de la volonté du monde agricole d'agir dans le domaine, dans l'intérêt général. Et les initiatives qu'elle soutient reflètent son ambition humaniste et son engagement à accompagner des projets qui sont toujours collaboratifs, multi-acteurs et qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable pour contribuer à 2 missions principales, donc dynamiser le développement des territoires ruraux, donc la question des territoires est importante pour nous, et faciliter l'accès à une alimentation saine pour tous, donc on est vraiment dans le DD2. En France, comme à l'international, puisqu'on a aussi des activités à l'international, en particulier en Afrique. Pour agir, nous nous appuyons sur, alors on est encore sur la slide d'avant, mais c'est pas grave, nous nous appuyons sur l'écosystème agricole français qui est très large. Et nous avons une spécificité, c'est que nous avons toujours une approche filière et partenariale parce que nous sommes nés en fait d'une filière et donc c'est un peu notre marque de fabrique, notre façon de fonctionner. En tant que FRUP, on a, je vais aborder juste après le modèle, mais donc dans les deux, donc la Fondation Avril, c'est une FRUP actionnaire du groupe Avril. C'est un modèle atypique. En tant que FRUP, toutes les décisions d'engagement sont validées en conseil d'administration dans lequel nous avons un collège qui représente donc le collège des ayants droit 3 ministères, donc le ministère de l'Intérieur, le MASA, et puis le ministère des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc voilà, qui ont une part importante dans les engagements que nous prenons. Je reviens sur le deuxième aspect de notre modèle, qui est une fondation donc FRUP et actionnaire. C'est un modèle qui peut paraître atypique. Je reviens juste un petit peu dessus. En 2022, l'annonce d'Yvan Chouinard, qui était donc fondateur de l'entreprise Patagonia, avait annoncé qu'il faisait don de l'ensemble de ses actions à des structures qui permettaient de protéger la nature et les valeurs de l'entreprise. Ça a mis un coup de projecteur sur le principe de fondation actionnaire qui paraissait assez novateur, mais en réalité, c'est un modèle assez ancien dans le modèle européen, notamment chez nos voisins nordiques, où c'est un modèle plus répandu. Je vous ai mis quelques chiffres à droite. Des entreprises très connues sont détenues par des fondations FRUP actionnaires. Pour vous donner une idée, au Danemark, c'est 50% des entreprises cotées qui appartiennent à des fondations. Il y a par exemple les mobiles, Bosch en Allemagne, ou Lego au Danemark, ou Ikea en Suède. Et donc en France, c'est un modèle qui s'est déployé à partir de 2005. Des fondations qui sont à la fois actionnaires mais aussi FRUP, il n'y en a que 2 pour le moment en France, donc la fondation Pierre Fabre et la fondation Avril.
Et ce modèle est vraiment en cohérence avec les valeurs de nos fondateurs et les valeurs du groupe Avril, qui permettent en fait de sécuriser un actionnariat, puisque il est détenu par une fondation sur laquelle il n'y a aucune possibilité de prendre le pouvoir, assurer une stratégie à long terme favorable à l'emploi, donc une stabilité, assurer la pérennité de la mission fondatrice et puis renforcer un ancrage territorial. Donc, je rebondis sur cet aspect-là, puisque Élodie, je ne vous entends pas sur l'aspect sur la raison pour laquelle le territoire est important pour nous. Donc, la Fondation Avril, elle émane du monde agricole, et le monde agricole est constitue pleinement en fait les territoires, et en particulier les territoires ruraux. Donc, notre action dans les territoires, elle est issue de ce modèle-là. Nous sommes aussi attachés à l'importance de partir de l'expérience terrain. Donc c'est le cas de la plupart des initiatives qu'on soutient, qui sont des initiatives parfois à bas bruit. Et on considère que notre fondation est un outil de résonance territoriale et nationale. Et nous, on travaille après sur toute la partie de retour d'expérience, comprendre les ingrédients de réussite pour en tirer des enseignements généraux, accompagner en fait davantage les projets, les outiller, capitaliser. En 2019, on a mis en place un appel à projet qui répondait à cette problématique d'action sur les territoires. Ce sont des appels à projets qui s'appellent Territoire Agriculture Positive. On a été d'ailleurs en partenariat avec Laurent Lévier et la chaire Interaction sur la première initiative. Et en fait, cet appel à projet part aussi du besoin du territoire, puisqu'on le co-construit avec les acteurs publics régionaux. Là, on est en discussion justement de mettre en place ce type d'appel à projet dans les Hauts-de-France ou dans la région Grand Est. Et chacun des appels à projet prend en considération les enjeux du territoire. Donc, on réfléchit aux problématiques auxquelles qu'on peut soutenir en tout cas. Donc, on essaie de le faire à façon en fonction des besoins des territoires. Donc ça, c'est notre mode d'action. Et puis, on a souhaité nous engager aussi dans le collectif des fondations dont a parlé Frédéric juste avant, pour aussi expérimenter d'autres façons d'intervenir et d'autres façons de faire avec des territoires, donc, sans avoir une approche régionale, mais une approche beaucoup plus locale déjà. Et puis voilà, tester une autre façon de faire. Et quelle stratégie d'alliance alors? Parler de l'importance de faire alliance et de travailler collectivement. C'est des choses qui nous travaillons qu'en collectif, à la fois dans du cofinancement de projets, mais aussi les projets qu'on accompagne doivent être multi-acteurs, doivent être collectifs. On pense vraiment que c'est quelque chose d'important, ça amplifie l'impact, on arrive à résoudre des problématiques qui sont plus complexes parce que chacun amène aussi son savoir-faire, nous avons une vraie complémentarité. Sur le collectif des fondations, c'est très clair, on a une complémentarité d'expertise, nous on est plutôt fondation sectorielle, parce qu'on a en tout cas un écosystème agricole autour de nous et alimentaire qu'on peut mobiliser. On a aussi une complémentarité sur nos modes d'action en fait, nos modes de financement. On le voit dans ce qu'on essaye de mettre en place dans le collectif des fondations. On n'interviendra pas au même moment, même si on intervient en collectif, mais après, à titre individuel des fondations, nous, on va intervenir davantage sur le financement de l'ingénierie de projet lorsque on aura déjà une meilleure connaissance des besoins des territoires. Et puis, on a une complémentarité aussi de nos réseaux qu'on peut mettre à disposition. Donc, il y a une véritable synergie qui, je pense, est intéressante de tester, d'aller tester dans les territoires et puis ensuite d'échanger sur ce type d'expérimentation. Y compris d'ailleurs nos appels à projets. En fait, le multi-acteur, le collectif, nous permet aussi d'être dans une démarche d'amélioration continue parce qu'on fait aussi beaucoup d'échanges de bonnes pratiques collectivement. Voilà, merci pour votre attention.
Merci Noémie et désolée pour ces problématiques techniques, alors très intéressant parce que c'est encore un autre modèle de fondation dont on vient de parler et on voit que il y a la question des articulations entre fondations mais aussi entre échelons territoriaux et là on va revenir à l'échelon des Hauts-de-France puisqu'on va écouter Delphine Van de Vorn qui est directrice de la Fondation de Lille. Alors Fondation de Lille, Delphine va nous l'expliquer, hein, c'est une fondation territoriale qui n'est justement pas dédiée à une thématique, hein, c'est pas un expert sectoriel comme la Fondation Avril. Et Delphine, quel est votre regard finalement, déjà nous expliquer ce qu'est ce catalyseur territorial et plus globalement, quel est votre regard sur le rôle des fondations en général dans l'émergence et dans le développement des dynamiques collectives que l'on trouve en territoire? D'abord, merci de m'avoir invité à ce webinaire et bravo pour la qualité des interventions parce que c'est absolument très riche. Alors, quelques mots sur la Fondation de Lille. Dire effectivement que c'est une fondation reconnue d'utilité publique et une fondation abritante qui est née, Charles Benoît l'a dit en introduction, il y a maintenant plus de 30 ans, bientôt 40 ans. D'abord sous la forme d'une association de préfiguration donc qui regroupait un collectif de citoyens, d'associations, etc., qui a abouti à la création de cette fondation, qui a obtenu la grande capacité juridique en 1997 et qui est en même temps une fondation abritante qui nous permet d'accueillir au sein de la Fondation de Lille des fondations issues du territoire des Hauts-de-France, puisque bien qu'on s'appelle Fondation de Lille, nous agissons plus généralement dans la région des Hauts-de-France. Donc nous accueillons des fondations abritées du territoire, mais nous expérimentons aussi depuis quelques années des fondations abritées dites territoriales, et je reviendrai sur ce terme tout à l'heure. Donc on abrite par exemple la Fondation territoriale de Loire-Atlantique, la Fondation de la Vienne, la Fondation de la Manche ou la Fondation territoriale de Falaise-Cœur de Normandie. Cette expérimentation, nous l'avons menée parce que nous croyons au rôle que les fondations territoriales peuvent jouer. Pour finir sur la Fondation de Lille, simplement dire qu'elle a la caractéristique d'être une fondation multicause. Et comme le précisait Elodie, nous ne sommes pas une fondation spécialisée sur une seule cause. Nous ne sommes pas une fondation sectorielle ou une fondation spécifique comme l'est la Fondation Avril, à bien des égards d'ailleurs, mais nous agissons, nous avons une vision multicause pour avoir une approche systémique du territoire et pouvoir répondre aussi aux besoins des acteurs, des donateurs, des entreprises, des collectivités, etc., pour répondre à des besoins spécifiques du territoire qui ont été diagnostiqués par ailleurs. Donc ça, c'est la présentation de la Fondation de Lille. Pour répondre plus généralement à la question, je peux faire la transition parce que on parle du rôle des fondations de façon générale dans les transitions. Moi, j'ai envie de faire un focus sur la fondation territoriale, qui est un type de fondation qui n'a pas de statut juridique. C'est une dénomination. Alors, le problème, c'est que lorsque nous n'avons pas de statut juridique, nous passons sous les radars de tous les acteurs, à la fois nationaux, mais aussi territoriaux. Et ce type de fondation est né finalement en 2008 en France. On en a pris conscience. On a pris conscience de ce modèle de fondation en 2008 suite à une mission d'études qu'on a menée au Canada francophone, et on s'est rendu compte que dans le monde anglo-saxon et partout dans le monde et en Europe, et c'est en train de se développer, il existait ce qu'on appelle les Community Foundations, et pour les raisons que vous pouvez imaginer, nous n'avons pas pu traduire le mot fondation communautaire en France et nous les avons appelés les fondations territoriales. Donc, pour aller rapide, pour faire vite, nous étudions à la Fondation de Lille en lien et en partenariat avec de très nombreux partenaires, dont le Rameau, dont le Centre français des fonds et fondations et bien d'autres partenaires. Nous étudions ce type de fondation, le modèle, l'adaptation du modèle français finalement, et ce qu'elles peuvent apporter. Alors, on revient à un autre sujet, au territoire et à l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient à la fois privés ou publics. Peut-être que je peux continuer, Elodie, sur les caractéristiques de la fondation territoriale. Oui, oui.
on a travaillé beaucoup sur les caractéristiques générales des fondations territoriales, parce qu'il y a autant de fondations territoriales que de territoires. Chaque territoire est différent, et donc les fondations territoriales vont s'adapter à leur environnement. Ceci étant, pour s'appuyer sur des référentiels internationaux et sur des référentiels français, on arrive à avoir une cartographie de caractéristiques qui nous permet d'identifier des fondations territoriales. Alors, vous les avez là sur la slide. Alors, d'abord, la fondation territoriale est pour nous un catalyseur, c'est-à-dire qu'elle va travailler avec un ensemble d'acteurs. Et pour le coup, nous sommes un acteur philanthropique. Voilà, c'est un organisme privé d'intérêt général à but non lucratif, et en l'occurrence en France, le statut des fondations abritées, des fondations territoriales, c'est soit une fondation reconnue d'utilité publique, la fondation de Lille étant encore la seule en France, soit une fondation abritée, comme le sont la plupart des fondations abritées, les fondations territoriales en France actuellement, ou un fonds de dotation. Donc, puisque je l'ai dit tout à l'heure, la fondation territoriale n'a pas de statut juridique. Et tant mieux, je rajouterai. C'est une fondation donc, qui est au service, ancrée sur un territoire et au service de son territoire. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a une approche multicause du territoire, parce qu'elle doit pouvoir répondre à différentes problématiques pour agir ou accompagner des actions. Pour avoir une approche transversale et systémique qui va s'appuyer sur les ressources locales, qu'elles soient humaines ou financières, par la mobilisation de capitaux, donc de fonds privés et publics. Et ça, je tiens à le noter parce que quand Pierre Mauroy, qui est à l'initiative de la création de la fondation, a lancé cette fondation, c'était à la fin des années 80, et les partenariats publics-privés n'étaient pas quelque chose de fréquent, et encore moins dans les fondations. Mais c'est ce qui marque, c'est l'ADN de la Fondation de Lille que d'avoir des partenaires à la fois publics et privés dans le financement et dans les actions qu'on peut mener sur le territoire. Donc l'aspect le multi-partenaire est absolument fondamental. Personne n'est garant véritablement de l'intérêt général. Cette question appartient à tout le monde, et c'est important de lier à la fois le monde économique, le monde associatif, les habitants, etc., aux réflexions du territoire. Et tout ça nous invite effectivement à la notion de co-construction et du faire alliance, alors, qui se travaille sur le long terme, mais au moins faire de la pédagogie de l'alliance auprès des acteurs avec lesquels nous travaillons sur le territoire. Alors, je pense, et on peut se poser cette question, quel rôle peut jouer la fondation territoriale finalement dans l'articulation de tous ces acteurs, qu'ils soient territoriaux ou nationaux, puisque vous l'avez compris, dans notre approche, le dialogue interterritoire est important, l'échange de bonnes pratiques, etc., est important, et la question du rôle de la fondation territoriale dans la complémentarité des expertises, c'est une question qui est au cœur de nos réflexions. Et je tiens à préciser que la Fondation de Lille porte actuellement un programme s'appelle Citizen to Citizen, qui est mené en partenariat avec le Centre européen des fondations communautaires et une fondation internationale qui s'appelle la Fondation Porticus, et que ces fondations sont en train de se déployer et peuvent jouer un rôle majeur dans la mise en place des projets de territoire et dans la réflexion de l'articulation entre les différents acteurs. Pour terminer, la fondation territoriale peut tout à fait être un passeur de messages aussi dans la proximité, auprès des citoyens, des associations, etc. Et de se faire l'écho finalement de ce qui se passe ou de ce que les grandes fondations nationales, on a entendu des exemples aujourd'hui. C'est intéressant de savoir que la Fondation Avril expérimente des choses dans le domaine de l'agriculture durable dans les Hauts-de-France, de le faire savoir et d'essayer de trouver des articulations avec d'autres acteurs qui pourraient être intéressés par ce genre d'action. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci Delphine. Ce qui est très intéressant dans vos 4 témoignages, c'est de voir finalement que
l'important sur un territoire, c'est de pouvoir articuler ceux qui connaissent bien le territoire au travers, par exemple, d'une fondation territoriale, d'un catalyseur territorial, mais aussi au travers de tout l'outillage qui est proposé par l'AGUR sur la construction de la représentation d'un écosystème. Donc ça, c'est la connaissance du territoire avec des expertises sectorielles comme peut l'apporter, par exemple, la Fondation Avril. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de pouvoir articuler ces deux approches, connaissance sectorielle et connaissance du territoire. Et je pense que c'est tout l'enjeu d'ailleurs de l'expérimentation collective qui a été impulsée par la Fondation GRDF. Et donc, c'est vraiment de ça qu'on voulait vous témoigner aujourd'hui. On a peut-être quelques questions que l'on peut prendre, notamment il y a la toile, pardon, a suscité beaucoup de questions. Je pense, Sandrine, qu'il y en a une ou deux qui peuvent être prises à l'oral. Je pense notamment à l'une des questions, où je crois qu'il y a eu plusieurs personnes, je crois Florence Border en tout cas l'a posée, sur comment cet outil, qui a une représentation qui peut être perçue comme complexe, comment la toile, cet outil peut être accompagné, prise en main par la diversité des acteurs territoriaux. Comment ça se passe concrètement? Alors, c'est vrai que quand on regarde un petit peu ces posters, ces schémas, ces toiles, au premier abord, ça peut faire peur, j'en conviens. C'est vrai que l'analyse systémique, elle peut paraître très technique au premier abord, et c'est pour ça que les toiles, les outils qu'on développe sont plutôt rarement utilisés directement, en tous les cas, par les élus et les techniciens du territoire. En revanche, le réflexe qui est pris aujourd'hui, c'est que l'agence d'urbanisme agit comme un tiers de confiance, et les techniciens et les élus, dès qu'ils ont besoin de nous, ont le réflexe aujourd'hui de faire systématiquement appel à nous pour justement faire de la médiation auprès des délégations d'élus ou de techniciens qui peuvent accueillir sur les territoires. Donc, on est vraiment là en tiers de confiance, on accompagne les territoires, on fait beaucoup de médiation. Et ce que j'expliquais aussi pour répondre à d'autres participants, c'est qu'aujourd'hui, et en partenariat et en collaboration avec Frédéric et puis l'Interfondation, d'ailleurs que je remercie au passage pour l'appui et le soutien que vous nous apportez pour concrétiser ces projets, c'est d'ambitionner pouvoir créer un espace d'interprétation des territoires en transition, donc qui traiterait vraiment de toutes les transitions, dont celle de la thématique agricole et alimentaire. L'idée étant vraiment de pouvoir fournir des supports et des clés de compréhension du fonctionnement du territoire. Alors auprès d'un public qui serait le plus large possible, puisque là où nous sommes implantés, le bâtiment accueille le grand public. Donc on cible différentes catégories, y compris donc les habitants, sur lesquels en fait on va aussi être amené à pouvoir co-construire les politiques de demain avec eux, notamment en faisant de la concertation avec l'appui d'étoiles, mais pas que, puisqu'on espère aussi concevoir d'autres supports ludopédagogiques qui permettraient aussi un peu de sensibiliser et de toucher l'ensemble des populations du territoire. Et alors, une petite précision aussi, c'est que l'agence accompagne d'autres territoires aussi dans la construction de ces outils. Donc, on a notamment édité un livre blanc qui reprend les principes fondamentaux des toiles et qui donne un aperçu vraiment des éléments de méthode, justement, et qui quelque part introduit, on donne juste les clés de compréhension aussi cette fois à des territoires qui souhaitent se lancer dans la démarche. Donc on accompagne notamment d'autres agences d'urbanisme. En ce moment, par exemple, on travaille beaucoup avec l'agence de Béthune ou de Maubeuge sur la construction de ces outils. Toulouse aussi, donc c'est vrai qu'on essaie un petit peu partout, y compris international. Et vous essaimez que entre agences d'urbanisme ou ça peut être plus ouvert? Parce que j'ai vu dans les participants et notamment certaines questions qui pourraient être, certains acteurs qui pourraient aussi avoir envie de savoir comment on fait pour construire et animer une toile.
Alors, c'est vrai qu'au tout départ, on avait dispensé une première formation auprès des agences d'urbanisme au sein de la Fédération nationale à Paris. Aujourd'hui, il se trouve qu'on est régulièrement sollicité par d'autres structures, par exemple l'Eau de Paris. On a un département aussi, le département Seine-et-Marne, qui nous a sollicité récemment pour être formé à la méthode d'étoile. Et on accompagne également Norlink Ports pour l'élaboration d'une toile multimodèle, et cette fois-ci à l'échelle des Hauts-de-France. Donc, on peut envisager effectivement de pouvoir sensibiliser et former d'autres structures qui seraient désireuses de pouvoir construire ces outils sur leur territoire d'intervention respectif. Et juste une dernière question, la construction d'une toile, ça prend combien de temps finalement? Alors ça dépend. Ça dépend au préalable de 2 critères. La première, c'est la mobilisation des ressources humaines. Précédemment, c'est vrai qu'on travaillait vraiment sur une vision globale de l'écosystème en étudiant l'ensemble des filières. Aujourd'hui, avec un peu de recul, quand un territoire souhaite se lancer, on lui conseille plutôt de se lancer sur l'étude d'une filière spécifique, parce que ça prend moins de temps, parce que ça permet aussi un petit peu de s'acculturer à la démarche. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, ça dépend aussi de la donnée qui est disponible. Donc, si aujourd'hui, on a des données qui le sont et qu'on peut rapidement mobiliser pour construire un outil, ça peut prendre quelques mois à un an, voire 2, en fonction de la mobilisation des ressources humaines et financières qu'on peut mobiliser sur le sujet. Merci Sandrine, peut-être juste un dernier mot peut-être pour conclure avec Frédéric et Delphine. Je ne sais pas si Noémie nous entend. Frédéric, peut-être en termes de visibilité sur votre expérimentation collective, quelles sont les prochaines étapes? Oui, quel est le niveau d'avancement, juste pour un point d'actu? Alors, aujourd'hui, on a choisi les territoires. On est en train d'atterrir justement dans les territoires. C'est ça. Juste, Frédéric, c'était ça qui était aussi très intéressant, c'était le choix des 3 territoires. Ça, c'était dont on en a parlé. Oui. Alors, le choix des 3 territoires, en fait, il s'est fait sur la base d'un certain nombre de déterminants. Le premier, c'était l'identification de besoins dans le territoire, dans le champ de la transition agroécologique et alimentaire. Le second, c'était le degré de connaissance que chacune des structures avait de ce territoire, la capacité de mobilisation des acteurs également dans le territoire. En fait, on est aussi parti de projets qu'on connaissait aussi au départ. Par exemple, la GUR porte un projet qu'évoquait Sandrine, donc sur des plans alimentaires territoriaux à l'échelle de l'axe Flandre. C'est vrai que nous, le projet, finalement, il est né aussi d'échanges qu'on avait eu avec la GUR sur les questions de transition agricole et alimentaire. Donc, c'est un projet que nous, on a amené. Il y a un projet qui a été amené par la Fondation Danielina Carasso, un autre projet qui est arrivé encore par un autre membre du collectif. Voilà. Donc, il y a eu toutes ces déterminants. Et puis après, on a élaboré aussi une grille collectivement une grille de critères qui nous paraissait pertinent pour sélectionner les territoires. Au départ, on devait en choisir 1 ou 2, et puis finalement, on a choisi les 3 territoires. On a choisi 3 territoires parce que, en fait, il y avait un vrai intérêt à avoir ces 3-là, parce que chacun, en fait, ouvrait une porte d'entrée spécifique de la coopération. La GUR, la coopération se fait à partir de l'outil.
Le PTCE Pays de France, la porte de la coopération, ce sont les citoyens, c'est une initiative citoyenne. Et pour le dernier territoire, la communauté d'agglo du Douaisis, la porte d'entrée de la coopération se fait par l'acteur public. Donc, il y a une complémentarité aussi qui était extrêmement intéressante entre ces 3 territoires et le dialogue aussi qui va pouvoir naître entre ces 3 territoires sera intéressant, puisqu'il y a beaucoup de problématiques finalement qui se croisent pour ces 3 territoires. Donc c'est une expérimentation qu'on va continuer à suivre. Oui. Et Delphine, peut-être un dernier mot pour conclure sur le projet de réseau des fondations territoriales, juste à titre d'information rapidement. Oui, tout à fait. Avant de répondre à cette question, je voulais rebondir sur l'étoile de la Gure, que je trouve absolument formidable, et poser une question à Sandrine. Moi, je pense qu'il y aurait des rapprochements à faire avec les fondations territoriales, sachant que la question du diagnostic territorial est une question fondamentale et au cœur de ces fondations. Je pense qu'il y a des choses à faire. Savoir aussi si ces toiles peuvent aussi s'adapter à des territoires peut-être moins grands. Est-ce qu'à l'échelle d'une ville, on peut identifier sur une thématique précise qui fait quoi, comment, et voilà. Enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Je pose une question naïve, peut-être qui concerne aussi Elodie, c'est est-ce qu'il y a des liens entre, par exemple, la base Impact Alliance et puis l'étoile de la Gure? C'est une très bonne idée, Delphine. J'expliquerai la base Impact Alliance à Sandrine sur le fait de mettre en valeur la diversité des exemples de coopération territoriale. Donc effectivement, ça peut être très intéressant comme valorisation. Voilà, enfin, c'était une petite parenthèse parce que vraiment, je trouve ça exceptionnel. Et pour finir sur l'actualité du réseau des fondations territoriales, voilà, nous passons dans une phase très active de reconnaissance auprès des acteurs publics et privés à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle territoriale, que l'on travaille aussi en lien avec des pays européens pour avoir de l'échange de bonnes pratiques. On travaille avec l'Espagne, le Portugal et puis avec les pays d'Europe de l'Est. Et puis, on fait aussi beaucoup d'acculturation, le but étant aussi pour les fondations territoriales de monter en compétences et d'essayer aussi avoir derrière de la publication pour capitaliser sur l'expérience des fondations territoriales et pouvoir faire connaître davantage ce modèle à l'ensemble des acteurs nationaux et territoriaux. Merci Delphine. Alors j'espère que Noémie nous entend toujours. Et l'une des actualités de la Fondation Avril étant aussi dans l'expérimentation collective, j'espère qu'elle ne nous en voudra pas, qu'on lui pose pas qu'on lui donne pas la parole. Alors pour terminer ce webinaire, je voulais partager avec vous des actualités. La première, celle du réseau des catalyseurs qui va publier demain ce qu'on appelle une grille de qualification des pratiques. Donc c'est tout un travail, un cheminement collectif que le réseau mène avec ses partenaires principaux depuis de nombreuses années. On peut illustrer notamment le programme Chef de projet innovation territoriale dès 2023 qui réunit la Fondation des territoires, le Rameau et AgroParisTech, qui permet de mettre en évidence un certain nombre de situations professionnelles dans lesquelles les acteurs de l'ingénierie se retrouvent et qu'ils activent de façon spécifique selon qui ils sont. Et donc, c'est AgroParisTech avec le Rameau qui a identifié 8 situations professionnelles que vous pouvez peut-être voir là, donc segmentées autour de 3 axes. Des situations qui relèvent d'expertise de gestion, comme la question du financement, de la contractualisation et du management de projet. Des situations professionnelles qui relèvent de dimensions plus relationnelles et d'interaction, comment on peut être à l'écoute de son écosystème, qu'il soit interne ou externe, la façon de créer des liens et de pouvoir les valoriser. Et enfin, des situations professionnelles qui renvoient plus à la question de la mise en perspective d'une stratégie partenariale au niveau du territoire, de la capacité à aider à la décision politique. Donc ces situations professionnelles, elles ont été valorisé grâce à la Fondation des territoires le 5 octobre dernier qui l'a présenté lors des rencontres des développements durables. Et puis, par ailleurs, le réseau était impliqué ou a été impliqué dans le croisement de
de travaux sur comment la catalyse peut irriguer différents métiers. Et tous ces travaux qui ont été menés par AgroParisTech, je l'ai dit, mais aussi par la NPP Territoire de Projet, par le Réseau national de l'économie territoriale, par le Réseau national de la Maison des associations, ça nous a permis de proposer une grille où on a pu associer à chacune de ces situations professionnelles un certain nombre de pratiques. Et aujourd'hui, enfin donc plus exactement demain, on publiera donc cette note qui permet de qualifier ces pratiques d'ingénierie territoriale. Et cette grille, elle a vraiment pour vocation de permettre à chacun de pouvoir se situer dans ces pratiques et de pouvoir valoriser son périmètre d'action et de valoriser à la fois en interne mais aussi vis-à-vis de son écosystème externe. Et de pouvoir aussi se poser la question de est-ce qu'il y a des pratiques qui pourraient être un peu plus développées dans son organisation et avec quelles compétences, qu'elles soient internes ou avec d'autres acteurs externes de son écosystème. Donc voilà, c'est une note qu'on publiera demain. Donc vous en aurez l'information grâce à un flash info qui sera envoyé demain. Et par ailleurs, ce sera une publication qui sera disponible à travers la plateforme l'innovation territoriale en action. Donc ça, c'est la première actualité que l'on voulait vous partager. Deuxième actualité, pour ceux qui sont abonnés au jeudi d'ODD 17, donc c'est une information hebdomadaire que vous recevez tous les jeudis. Donc ce mois-ci, il y a eu le récit du mois qui est celui du territoire de confiance Cahors. Donc jeudi 5 avril, vous avez dû avoir ce récit-là. Le 12 avril, normalement, vous avez pu écouter l'interview de Diane de Maréchal, qui est responsable territoire au sein de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, qui a co-organisé avec le Rameau un séminaire de chercheurs et enseignants sur la co-construction du bien commun et plus particulièrement sur la question de la territorialisation des transitions. Et puis la semaine prochaine, 25 avril, n'hésitez pas à écouter le podcast Agir localement sur les transitions, donc il sera encore dédié à l'ODD 2 et avec d'autres acteurs très inspirants comme le PTCE Pays de France dont on a parlé tout à l'heure et qui était là, je crois, aujourd'hui aussi, le cabinet RRI et la fondation RTE. Donc tout ça, vous avez cette information en vous abonnant au jeudi de l'ODD 17. Et dernière info pour vous, c'est le 26 avril, donc de la semaine prochaine. Vous pouvez écouter les webinaires d'embarquement de la base Impact Alliance qui ont lieu tous les mois, tous les derniers vendredis du mois. Ça dure une demi-heure de 9h à 9h30. Dans ces webinaires, on vous présente comment est constituée cette base Impact. Donc, c'est à la fois des exemples de démarches partenariales, c'est aussi la possibilité d'avoir de l'information, c'est la possibilité aussi d'avoir accès à du bulletin de veille sur l'innovation sociétale et donc la possibilité d'écouter l'interview du mois qui est cette fois-ci, on écoutera encore Frédéric sur cette fois-ci la politique d'engagement des salariés, comment elle se met en place au sein de GRDF. Donc n'hésitez surtout pas à vous y inscrire, ça sera la semaine prochaine. Et puis pour terminer, avant de vous dire au revoir et bonne semaine, je vous annonce que le 16 mai prochain, donc c'est-à-dire dans un mois, le prochain webinaire, donc le 15e du cycle, sera dédié cette fois-ci aux entreprises, notamment à leur engagement territorial. Comment ça se passe? Et ce sera un webinaire qui sera réalisé en partenariat avec l'ORS, donc l'Observatoire de la RSE. Et c'est un webinaire qui sera animé par l'Observatoire des partenariats cette fois-ci. Ce webinaire d'aujourd'hui se termine. Je voulais remercier toutes nos participantes. C'était très féminin aujourd'hui. Merci à vous. Merci Noémie. J'espère que vous nous entendez également. Donc, désolée pour ce petit souci technique, mais merci pour vos interventions les unes et les autres. Merci aux participants pour vos questions. Et maintenant que vous connaissez la toile et les différentes interventions, surtout n'hésitez pas à échanger entre vous et à prendre contact, puisque c'est bien aussi l'enjeu de ces webinaires, c'est de pouvoir mettre en synergie les différents acteurs, qu'ils soient au niveau territorial comme au niveau national. Et je vous dis très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir.